À la déclaration de guerre, nous sommes le septembre 39, et ma maman me dit « Tu ne repartiras pas à l'école demain matin ». J'étais à l'école des travaux publics à Paris à ce moment-là. Donc je suis resté à la maison, c'est tout, attendre jusqu'en mai 40, la débâcle, et à l'époque à laquelle on a évacué de Noyon, avec ma mère qui était souffrante d'une phlébite, et nous sommes partis vers la Bagnole de l'Orne. À Bagnole de l'Orne, nous avons été hébergés dans un hôtel qui a été réquisitionné par les mines d'Anzin Denain quelques jours après. Et au bout de quelques jours, mais ça se passe au mois de juin, ma maman est décédée à Bagnole. On a donc, à ce moment-là, 11 juin 40, enterré ma mère, mon père et ma sœur, et puis fait la tombe. Et de là, nous avons pris la route de direction Bordeaux. Et c'est à Bordeaux que nous avons entendu l'appel du 18 juin 40 du général de Gaulle. Et alors ensuite, on est reparti de là vers Beaune-les-Mines, et on a attendu pour remonter la fin de la guerre, la première partie du conflit, pour rentrer à Noyon, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Voilà. Et donc, lorsque l'armistice est signé, Oui. Lorsque l'armistice est signé, vous revenez à Noyon. L'entreprise qui porte votre nom, l'entreprise Brésillon, existait déjà dans ces années-là? L'entreprise Brésillon a été créée en 1920 par mon père, et mon père l'a dirigée jusqu'en 1945, enfin, même officiellement jusqu'en 1944, date de notre arrestation. Et moi, je l'ai repris l'entreprise en rentrant de Buchenwald, puisque nous avons été libérés de Buchenwald le 11 avril 1945. Et rentré à Noyon le 1er mai 1945. Donc, lorsque l'armistice est signé, vous remontez sur Noyon. Oui. L'entreprise est en veilleuse. Elle est en veilleuse, oui. Mais avec votre père, vous y travaillez, vous la faites tourner? Ah oui, enfin, on l'a fait tourner au ralenti, parce que mon père a toujours refusé de travailler pour les Allemands. On a été sollicité à cette époque-là pour travailler au camp d'amis, et papa n'a pas accepté de travailler pour les Allemands. Il faut préciser que c'était une entreprise de travaux publics. Bâtiment et travaux publics. Bâtiment et travaux publics. Que mon père avait créé en 1920. Et comment est-ce que vous réussissez à contacter la résistance, ou comment est-ce que vous êtes contacté par la résistance? Mon père a été contacté dès 1941 par Fourier à Noyon, officier de réserve de la Première Guerre mondiale, par Bouquerel et par Delnef. Et c'est comme ça que mon père et moi, nous sommes rentrés dans les réseaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, 3 réseaux différents suivant ce qui s'est passé à différentes époques. Oui, vous avez, lorsqu'il y a eu un coup dur, vous changez d'appellation. Voilà, exactement. Et c'est comme ça que, sans vous dire dans quel ordre c'était, nous avons été donc OCM, Organisation Civile et Militaire, AS, Armée Secrète, et VOP, Volontaires Ouvriers Paysans, mais je ne sais plus dans quel ordre c'est. Ma mémoire me fait défaut. Et qu'est-ce que ça voulait dire être dans la résistance? Est-ce que ça voulait dire monter des opérations militaires? Est-ce que ça voulait dire travailler plutôt dans le domaine du renseignement? Eh ben, nous avons travaillé dans le domaine du renseignement, nous avons travaillé dans le domaine d'assistance pour les parachutages à différentes époques, bien entendu, parce que nous avions quand même encore à cette époque-là une paire de 1 ou 2 camions à gazogène, une camionnette à gazogène qui permettait d'assurer ces différents transports qu'ils nous ont demandé, que ce soit les transports d'armes, que ce soit les parachutages qui ont eu lieu dans notre secteur. Et lorsque vous êtes arrêté, vous êtes emmené à la gendarmerie de Compiègne? Lorsque j'étais arrêté à 5h30 le matin, ils m'ont d'abord sorti de mon lit, haut les mains, police allemande, à ma grande surprise, puisque je couchais seul à l'entreprise. Mon père était veuf, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'habitait pas à l'entreprise, et ils m'ont sorti de là, ils m'ont mis une ficelle autour des jambes pour ne pas pouvoir bouger, et les menottes. Et ils m'ont installé devant la porte de l'entreprise quelques instants, le temps qu'ils tournent leur voiture, et là ils m'ont collé dans la fameuse traction avant de la Gestapo, et ils m'ont embarqué à la Compiègne pour subir les différents interrogatoires, les premiers interrogatoires. Dans quel bâtiment à Compiègne est-ce qu'ils étaient installés? La prison de Compiègne. La Gestapo avait son siège, comment ça s'appelle ça, le docteur... Docteur Tournant. Oui, dans la maison de docteur Cournant. Comment?
c'était la villa La villa du docteur Tournant à Compiègne, il y avait la Gestapo et la FEL de gendarmerie était à la sous-préfecture de Compiègne. C'est là qu'on subissait les interrogatoires. Et à quel moment est-ce que vous avez su que votre père était arrêté ou que les autres personnes du maquis des usages étaient arrêtées? Bah, c'est-à-dire que je l'ai su, je ne sais plus le dire. En fait, je ne sais plus le dire que mon papa était arrêté. Et Philippon non plus. Je l'ai su après, mais je ne me souviens pas. Et donc vous avez subi des interrogatoires? Ah oui, dans pas la mal prison? d'interrogatoires avec juste arrêté le mardi 18, retour à Noyon le 20 et retour à Noyon le 22. Et on m'a promené dans Noyon, tu méfiais et autres. Enfin, ma future fiancée de l'époque a eu l'occasion de me voir dans la ville de Noyon et d'autres amis. Ouais, les Parce yeux que- noirs, vous savez. On voyait ses yeux jusque-là. C'était noir, on ne savait plus distinguer ses yeux là-bas. Ouais. Tellement il était. Ce que je peux préciser, c'est que les interrogatoires à coups de schlag et à coups de etc., j'en passais des meilleurs, se passaient en présence du sieur Souris qui disait parlez donc, ils savent tout, parlez donc, ils savent tout, et qui fumait sa cigarette à côté de nous pour nous narguer. Et alors cette personne dénommée Souris Oui, qui a dénoncé en fait oui. était un ancien Et à l'origine, il était dans la groupe. résistance noyonnaise. Et on a su après que c'était beaucoup plus intéressant financièrement d'être au service de la Gestapo et de faire du renseignement pour eux. Donc au moment où tout ça se passe, il faut bien comprendre que le débarquement a eu lieu Ah non, 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 le débarquement n'a pas encore eu lieu. Attendez, le 6 juin Oui. 1944. oui. Et donc Oui. c'est juste à ce moment-là, un petit peu après, que... Arrêté, oui. Oui, 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 d'accord. Oui, oui, Voilà. après, oui, oui. Et donc... Dans un ordre chronologique, il y a eu le 1er juillet l'arrestation, la rafle de Saint-Lancy, oui, qu'ils ont fait suite à la dénonciation d'un traître qui a vendu le maquis, lui, un autre traître, dont je ne me souviens plus le nom. Et nous avons été arrêtés le 18 juillet, après cette rafle de Saint-Lancy. lorsque l'interrogatoire est terminé, vous restez à la prison de Compiègne ou est-ce que vous êtes... Bon, mais j'ai eu emmené plusieurs sur- interrogatoires et je suis resté 8 jours en cellule, la cellule numéro 8, dans laquelle il y avait écrit « Dieu t'a placé ici, par un pensionnaire avant moi, peut-être pour te sauver la vie ». À méditer. Et bien, je vais vous dire que quand on s'est fait bosseler toute la journée et puis qu'on n'arrive pas à trouver le sommeil le soir et qu'on pense à ça, on se dit oui, tout compte fait, je suis là. Si je n'étais pas là, peut-être je serais déjà descendu. Et à quel moment est-ce que vous apprenez que vous allez être déporté? Ah, on n'a jamais appris quoi que ce soit. À Vous avez chaque été fois qu'on placé à entendait Royal-Lieu en cellule tout seul, à la cellule numéro 8 de la prison de Compiègne, à chaque fois qu'on entendait les serrures s'ouvrir, on se demandait toujours ce qu'il y avait. C'était soit pour vous retourner aux interrogatoires, soit pour se faire bastonner parce qu'ils avaient découvert quelque chose ou il y avait peut-être eu d'autres dénonciations. C'est tout, on n'a jamais su. On est resté, je ne me rappelle plus combien de temps, en cellule privée, je crois 8 ou 10 jours, tout seul. Et puis après, on était dans les grandes cellules, le premier étage, à plusieurs dans la cellule commune. Et là, vous avez retrouvé des camarades Ah oui, oui, de votre réseau? bien sûr, oui. Dont Philippon, dont papa, etc. Dont le docteur Ross, qui est décédé aussi, dont Marcel Poulain, le maire de Crisol, qui était aussi, qui a été déporté aussi comme nous, et qui est mort là-bas. Ça doit être particulièrement difficile de retrouver son père dans ces conditions, non? Oh non, on était courageux tous les deux, il n'y avait pas sans prétention, il n'y avait pas de problème. Et à quel moment est-ce que vous êtes acheminé vers Royal-Lieu? Oh, je crois 2 jours avant de partir. Je n'ai plus les dates en tête. 2 jours avant d'être embarqué. On est sorti de la prison de Compiègne parce qu'entre-temps, il y a eu les bombardements de la gare de Compiègne. Ils ont demandé des volontaires pour... Moi, j'étais bien sûr volontaire pour aller au déblaiement, avec l'espoir de pouvoir faire la valise, mais il n'en était pas question. Et donc, je ne me rappelle plus des dates du tout. On a quitté la prison de Compiègne un certain jour. On nous a emmenés au camp de Royal-Lieu, où là, on a commencé à respirer parce qu'on
partait au grand air, tout en n'étant pas en liberté. Et puis c'est 2 jours après qu'on a été embarqué à... Comme le pont de Soissons était sauté à ce moment-là, il n'y avait plus moyen de nous embarquer comme précédemment par le train, à la gare de Compiègne. On a été embarqué au passage à niveau des Buissonnets, où il y a actuellement la stèle du dernier train. Et vous avez été embarqué dans le dernier convoi pour Oui, le dernier convoi Buchenwald. pour Buchenwald, qui est célébré tous les ans le 28 août. Voilà, donc c'est à la fin du mois d'août. À la fin du mois d'août, c'est le départ du train. C'est le 28 août, hein, c'est bien ça. Oui, parce qu'il y a encore la cérémonie cette année. Et évidemment, vous ne savez pas à ce moment-là où on vous emmène. Oh ben nous on a le moral, on dit on s'en va, comme le débarquement avait eu lieu, on pensait qu'on partait pour quelques semaines et puis qu'on allait être libéré. Par contre nos anciens, nos aînés comme papa, comme le docteur Ross, comme Poulain et autres, se disaient eux qui avaient déjà fait la Première Guerre mondiale et pour certains d'entre eux déjà prisonniers plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, en 14-18, se disaient attention les enfants, hein, méfiez-vous. On savait ce qui nous attendait. Alors ensuite, on a donc commencé ce voyage. On a embarqué dans le train le soir, vers 6 heures du soir, et on a eu une locomotive qu'à 7 heures du matin, parce que tout marchait mal, c'était après le débarquement. Et on est resté 92 heures dans ces wagons qui nous ont amenés à Buchenwald. Et lorsque vous arrivez à Buchenwald, est-ce que dans la résistance, vous aviez déjà des informations sur les camps de déportation? Pas du tout. On ne savait pas où on allait, on ne savait pas ce que c'était. On n'a jamais entendu parler de ça. Donc, quel est votre sentiment lorsque vous arrivez à Buchenwald? Bah, vous savez, déjà d'être au grand air, de respirer, puis sans savoir ce qui allait nous arriver. Parce que là, on descend, la descente des wagons, c'était à coup de schlag pour des gens qui étaient morts ou bien qui étaient malades, etc., des wagons, c'est assez spectaculaire, vers l'arbès statistique, là où on commence à vous contrôler, vous examiner, etc. Et puis, vous retirez vos habits, propres habits, vous donnez le pyjama bleu et blanc de rayé, le rayé, KLB, concentration de la guerre Buchenwald. Et puis ensuite, vous retirez les chaussures, vous retirez tout ce qui est les bijoux, si vous avez des alliances, si vous avez des choses comme ça, on vous dépouille complètement. Vous n'êtes plus un homme, vous êtes un numéro. Et j'ai du reste mon numéro là derrière, 81 320, anarchie 366. C'est à peu près le seul mot que j'ai retenu en allemand parce qu'on avait tout intérêt à connaître son numéro lorsqu'à l'arbès statistique il y avait des appels. C'est pas de ne pas s'y rendre pour tel ou tel contrôle, tel ou tel départ envisagé. Certains de vos camarades sont-ils décédés pendant le voyage? Ah oui, il y avait 6 morts dans notre wagon. Il y avait 6 morts dans le wagon et il y avait un grand fût de 200 litres sans couvercle qui permettait de faire ses besoins et que j'ai pas besoin de vous dire que tout ça, ça débordait, que ça baignait là-dedans, etc. Donc, combien de temps est-ce que vous êtes resté à Buchenwald? 9 mois. 9 mois. Le camp a été libéré à quel moment? Le 11 avril 1945, par Patton, la 8e armée, l'armée américaine. 9 mois, j'imagine qu'on en garde un souvenir de ces 9 mois, un souvenir Ah oui, oui, oui. très présent. Oui. Bah, nous avons fait partie, nous, d'un commando dit les Maurer Zimmermann, maçon charpentier de Buchenwald, parce que quand nous sommes arrivés à Buchenwald, il n'y avait plus de bâtiments disponibles. On nous a installés sur le Zetlager, le camp des tentes, avant de nous mettre sur une décharge du camp, où on a passé les premières nuits. Ensuite, on était dans des camps dans des tentes, et puis au bout de quelques temps, il y a eu ce commando qui a été créé de maçons, charpentiers et autres. On a commencé à construire des baraquements en bois préfabriqués, des bâtiments en bois pour nous héberger. Combien est-ce qu'il y avait de personnes au moment où vous êtes arrivé à Bon, je ne Buchenwald? peux pas vous dire, c'est difficile. On disait 45 à 50 000, quoi. De toute nationalité. Alors la distribution de la soupe se faisait par baquet de 50 litres, 50 rations ou soi-disant rations, avec 7 ou 8 de nationalité. Vous voyez à peu près ce que ça voulait dire pour des gens qui crèvent de faim. Et alors pour ceux qui sortaient, nous avons toujours essayé de travailler dans le camp,
pour ceux qui sortaient du camp le matin, il fallait passer à la place d'appel, se découvrir au moment où on passait devant les SS, et tout ça, le soir, assister à l'appel général du camp. Alors, chaque bloc vous mettait devant le bloc, devant la baraque, pour compter. Et quand ils avaient compté, ils remettaient tout ça à leur compte. Et tant que ça dépendait des semaines ou des jours, quand le chef du camp n'avait pas trouvé son compte, qu'il y avait des disparitions ou des morts pendant l'appel, soit dans les latrines, parce que quelqu'un qui quittait les rangs, qui allait au water, et c'était à peu près certain qu'il tombait dans les water, le water étant une demi-buse en ciment avec 2 pièces de bois de chaque côté, le type qui était en dysenterie ou un peu à HS, ben, il tombait dedans puis il restait là, il manquait toujours du monde, ça pouvait être interminable. Il nous est arrivé pendant ce stage de faire une nuit complète à rester l'attente de l'appel Fertiche. Ils n'ont jamais voulu terminer l'appel. J'imagine que là, vous avez donc passé l'hiver, ce sont des hivers rigoureux à Buchenwald. Ah oui, c'était dur. L'hiver 44-45, c'était dur. Puis on n'avait rien sur le double. Moi, j'ai fait une correction pulmonaire, j'ai fait les hernies étranglées, j'ai fait les 400 coups, sans vouloir jamais aller au révire, parce que aller au révire, on se demandait toujours ce qui pouvait vous arriver si vous n'étiez pas transformé en cobaye et quel était votre... Alors donc on se faisait soigner comme on pouvait avec les moyens du bord dans le camp. J'ai fait une correction pulmonaire et pour me guérir, on m'a posé des ventouses, mes camarades Toubib, avec des pots de confiture. Le premier jour, c'est parfait, 3 ou 4 pots de confiture, mais je vous dis que le deuxième jour, avec les recouvrements des pots de confiture, c'est abominable. J'ai eu aussi des cataplasmes avec un morceau de chiffon cousu et puis du sable que l'on mettait chauffé dedans. Un jour, ce cataplasme en question s'est éventré et les morceaux de sable chaud me sont tombés sur le ventre. J'ai hurlé comme un porc par les brûlures. Est-ce que dans le camp, vous réussissiez à vous retrouver, ceux d'entre vous qui se connaissaient? Est-ce qu'il existait une sorte de réseau de connaissances? Passe pas devant, hein, Chou. Non, non. Comment? Est-ce que vous aviez Ah oui, réussi alors à ça, je garder vous en contact parlerai comme après. ça? J'ai fait partie d'un réseau qui s'appelait... oh. On était par dizaines pour la libération du camp. Et on nous apprenait à couper les fils de fer barbelés, à faire des choses clandestines, à savoir où seraient les petites armes, les petits fusils, etc. pour la libération, savoir où on pouvait se regrouper. Est-ce que les nouvelles... Membre, voilà, ça me revient, j'ai fait partie de ce qu'on appelait la Brigade française d'action libératrice du Buchenwald, la BFAL. Alors on était là-dedans par 6, on ne se connaissait qu'à 6, volontairement, pour éviter qu'il y ait des fuites. Est-ce que des informations vous arrivaient sur ce qui se passait en Europe autour de... Oui, par quelques camarades qui arrivaient à être dans les grands blocs où ils avaient des informations par des Allemands qui travaillaient dans les commandos extérieurs et qui ramenaient le soir au centre du camp des informations. Alors de temps en temps, on avait un ami de Noyon, Dr Ross, qui venait nous commenter les... comment ça s'appelait, les... Ah, les activités le front, c'était les comptes rendus. Des opérations militaires. Oui, c'est ça, voilà. La libération s'est passée de la manière suivante. Quelques jours avant, on a commencé à entendre le bruit de la mitraille. Et le 8 avril, ils ont commencé à évacuer le camp à grand renfort de SS et de chiens pour sortir le plus possible de camarades via Pilsen, Tchécoslovaquie, dont je vous reparlerai après de cela. Et c'est là qu'on a commencé à se méfier. Alors nous, dans notre bloc, dans notre baraque que nous avions construit, on avait un sous-sol, et dans ce sous-sol-là, une trappe
qui nous permettait, un de nos amis avait prévu que s'il y avait un jour un gros pépin, on pourrait se planquer là. Et c'est là qu'on s'est planqué, nous, dans ce jour du 11 avril, le jour de notre libération. L'alerte au Panzer a sonné à midi et on a été libérés à 4 heures. Et en fait, les Américains ont vraiment bien bluffé parce qu'il n'y avait pas grand monde. On a vu, nous, qui étions planqués dans notre baraque, les SS qui remontaient, les gardes dans leur mirador, vous savez, qui remontaient pour évacuer. Et puis d'un seul coup, on a vu, en montant, nous, vers la tour, que le drapeau blanc était déjà mis par quelques camarades quelques instants avant, que la libération se préparait. Mais en fait, le soir même, devant les Allemands se sont vus tout de suite que c'était du bluff, que l'armée américaine n'était pas encore tout à fait aux portes du camp, et on a été bombardés. Il y a eu de la casse aussi encore ce soir-là, le soir du 11 avril. Et lorsque vous êtes libéré, lorsque donc, les troupes de Patton arrivent, comment va s'organiser progressivement votre véritable libération, puis votre retour en France? Vous savez, dans un premier temps, on a commencé à essayer de manger un petit peu, et conseillés par des amis médecins toujours là, de ne pas manger trop vite la nourriture que nous donnaient les Américains, parce qu'il y avait un zoo très important dans le camp de Buchenwald, qui était soigné par l'épouse du camp. Et alors les Américains ont fait abattre tous les animaux qui étaient là dans ce camp, dans ce zoo, et puis on faisait des soupes là-dedans, dans lesquelles on pouvait tenir une cuillère debout. On nous a déconseillé de manger ça, qui était vraiment néfaste pour les intestins. Alors on a essayé de se produire au début un petit peu de laitage dans des fermes environnantes, mais ça n'a pas duré longtemps parce que très vite les Américains nous ont remis dans le camp pour éviter que tout le monde se disperse un petit peu à droite à gauche, quoi. On a attendu vraiment que le départ, on est reparti quelques jours avant de rentrer en France. On a été hébergé, je ne me rappelle plus où, à Zénard, je crois, mais tout ça c'est vague pour moi maintenant. Et puis on est rentré par le premier train de retour de Buchenwald, de Strasbourg à la gare de l'Est. Donc ça c'était Ah bah c'était fin avril, tout à fait. fin avril 45. Fin avril 45, et on est rentré à Noyon le 1er mai 45. Papa il est rentré tuberculeux, mais à un degré tel que lorsque les médecins sont venus ici, ils avaient fait venir spécialistes des maladies pulmonaires, ils m'ont dit les poumons de votre père c'est un fromage avarié. Et papa est mort le 6 septembre 52, après avoir fait une méningite tuberculeuse en 49, et est devenu sourd, surdité totale, non appareillable, sauvé à ce moment-là par la streptomycine, médicament américain, mais qui n'était pas au point, et qui vous perdiez ou la vue ou l'ouïe. Et papa est devenu sourd, surdité totale, non appareillable en 49, et il est mort en 52. Et vous-même avez dû subir des soins médicaux particuliers? Ben non, nous, la jeunesse, on a fait, je faisais 43 kilos au lieu de 75 au départ, mais enfin, à part ça, on a grossi très vite, et puis c'est reparti. Hein. Non, j'étais pas, à ce moment-là, j'étais en forme. On ne regardait pas dans la résistance si le gars était communiste ou s'il ne l'était pas, s'il était de droite ou s'il ne l'était pas, s'il était athée ou s'il était catholique ou s'il était juif, ou etc. Il n'y avait pas de différence. Est-ce que le fait d'assumer des responsabilités électives est lié à votre jeunesse dans la résistance et à la déportation? Est-ce que quand on traverse ces épreuves, on a un sens particulier de la solidarité, de l'intérêt commun? Oui, parce qu'on estime que le bien le plus précieux dans la vie, c'est la liberté, l'indépendance, et c'est certainement un de mes axes de vie, d'être au service des autres. Moi, je dis que c'est une expérience de cette déportation qui nous a coûté cher à certains d'entre nous, bien entendu,
mais qui fait voir un petit peu la misère de perdre sa liberté. Je le dis toujours aux jeunes, vous savez, la liberté, c'est le bien le plus précieux, comme je l'ai dit tout à l'heure déjà, que l'on n'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Tant qu'on n'est pas derrière les barreaux, on ne sait pas ce que c'est que la liberté. Et toute notre jeunesse actuellement qui vient au monde et qui n'a pas ça, peut-être juge peut-être pas pareil.